Bien, bonjour à tous. Bienvenue à tous à la première session de notre cours, notre première session de cycle de projet et gestion budgétaire. Nous espérons que les liens Zoom fonctionnent bien pour tout le monde. La session sera en français, pas problème pour vous. S'il vous plaît, veuillez enregistrer votre présence en entrant votre nom et le nom de votre organisation dans le chat. Seulement, vous pouvez écrire votre nom et le nom de l'organisation. C'est tout. Merci beaucoup pour votre participation. Et bienvenue surtout à Nicolo de la Chiesa. C'est un expert en planification et grand ami du réseau BIC, qui sera l'animateur de notre cours. À tous, une bonne session. Merci. Merci. Alors, oui. Juste une petite question. On avait une suggestion de décaler, non pas à 9h heure de Paris, mais à 10h heure de Paris, parce que dans certains endroits, il est encore que 8h et certains ne commencent qu'à 9h dans leur association. Je pense au Mali, au Togo et à la Côte d'Ivoire. Donc, pour que ce soit tous à des horaires de bureau et de travail, est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse décaler 1 heure plus tard les prochaines sessions de formation, donc 10h heure de Paris? Est-ce que vous êtes d'accord? Pas de difficulté? Donc, on valide alors. Je renverrai un message pour tous dans ce sens. Merci. Ça va. Merci. Alors, je vais partager l'écran. J'espère que vous voyez l'écran. Oui. Très bien. Alors, merci beaucoup. Et alors, on va commencer cette parcours de 4 rencontres sur la gestion du cycle du projet. Et alors, disons, ces cours donc est structuré en 4 séances. La séance d'aujourd'hui, c'est une introduction. Après, on travaillera sur la phase d'analyse, ensuite la phase de planification et finalement le suivi du projet. Et donc, je ne sais pas si, je pense que vous avez travaillé beaucoup avec les différents outils de planification de projet, mais je pense que ça, c'est une bonne opportunité pour voir d'une façon un peu systématique les différentes questions, surtout sur comment arriver à une structure de projet, donc à une structure d'objectifs et activités, qui soit bien pensée par rapport aux problèmes qu'on doit résoudre. Et donc, la première session, la session d'aujourd'hui, est une introduction générale au thème du cycle de projet. Je voudrais aujourd'hui présenter les principaux concepts avec lesquels nous travaillerons pendant le cours pour qu'il soit plus facile après de reprendre dans les réunions d'approfondissement les différents thèmes d'une façon plus spécifique. Aujourd'hui, donc, nous verrons ce qu'est un projet, comment on peut définir un projet, comment le projet s'inscrit dans un contexte de développement plus large, comment on effectue l'analyse pour définir la structure logique d'un projet,
et comment les activités et les coûts sont planifiés. Et enfin, comment c'est fait le suivi et l'évaluation du projet. Alors, je vais travailler un peu avec cette présentation. S'il y a des questions, vous me dites. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me dites et on va essayer d'expliquer bien. D'un point de vue méthodologique, alors je vais faire cette introduction aujourd'hui et après je vous demanderai pour la prochaine fois de faire un petit exercice pour préparer la deuxième session, et le même on fera pour la troisième et quatrième session. Donc faire un petit travail très facile, mais que je pense que va vous aider un peu à préparer les différentes sessions. Donc, définition des projets et cycle du projet. On parle toujours de projets, mais aussi de cycle de projet. Alors, on commence par voir qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'un projet. Alors, un projet est une série d'activités, donc ce sont des activités concrètes qui visent à atteindre des objectifs. Ces objectifs doivent être clairement spécifiés et ces objectifs doivent être atteints dans un délai et avec un budget défini. Ce sont des choses qu'on est normalement habitué à travailler avec des activités, des objectifs, des temps. Un projet a une durée déterminée et a des coûts définis. Un projet doit également avoir aussi des autres composantes bien identifiées. Alors, les parties prenantes, donc toutes les personnes, organisations qui ont un lien avec le projet, ont un rôle, sont des bénéficiaires, sont des partenaires, sont des institutions. Donc, il y a une série de parties prenantes qu'il faut bien identifier. Et après, on va voir comment les identifier et comment les caractériser. Un projet doit avoir aussi des modalités de coordination, de gestion et de financement bien définies. Et finalement, un système de suivi et d'évaluation. Donc ça, c'est le projet. Mais comment ce projet est inséré dans un contexte plus grand? On parle ici du cycle du projet. Donc, le projet, c'est quelque chose qui est inséré dans un cycle plus grand. Et dans cette diapositive, on peut voir comme le projet, donc les activités orientées vers un objectif, n'est pas un processus isolé, mais fait partie d'un cycle plus grand qui est représenté aussi. Alors, quels sont les composants de ce cycle? Le premier, c'est la programmation. Alors, la programmation, c'est le premier élément qu'on trouve dans le cycle de projet. Et cela représente le contexte plus large dans lequel le projet est réalisé. Par exemple, il peut s'agir de la politique publique, d'une politique publique par rapport à un certain thème ou de la stratégie générale d'une organisation ou bien de la politique d'un certain bailleur de fonds
dans un certain domaine thématique. Donc, c'est le contexte dans lequel le projet contribue à réaliser cette grande politique, cette grande, disons, programmation. Il est très important de comprendre le contexte des planifications dans lequel s'inscrit notre projet. Pour garantir que ce projet soit pertinent dans le contexte dans lequel il est mis en œuvre. Normalement, une stratégie cherche d'arriver à son objectif, son grand objectif, à travers un certain nombre d'initiatives, un certain nombre de projets qui, bien que différents entre eux, doivent contribuer d'une manière complémentaire à réaliser ces grands objectifs delinéés par la programmation. Donc, programmation, on peut la considérer comme le contexte, le grand contexte où nous insérons le projet. Donc, c'est très important de l'avoir bien clair. Le prochain élément, c'est l'identification. Donc, une fois que le contexte du projet est bien identifié, nous pouvons passer à la phase d'identification qui consiste à identifier le périmètre dans lequel le projet va à opérer. Et ce projet doit être cohérent avec le contexte de la programmation. Donc, c'est quelque chose que s'insère d'une façon cohérente dans le périmètre de la programmation. Par exemple, si nous voulons insérer notre projet dans une stratégie d'un bailleur qui vise, par exemple, à promouvoir le bien-être des enfants dans une certaine zone, nous devrons identifier les domaines dans lesquels nous insérons nos activités. Par exemple, pour le bien-être de l'enfance, on peut travailler sur un domaine plus spécifique comme l'éducation ou la santé ou la protection. Donc, l'identification, c'est délimiter le périmètre dans lequel notre projet va à travailler dans le grand contexte de la programmation. Et donc, comme vous le voyez, l'identification nous permet de réduire les champs d'action en choisissant un domaine qui correspond aux capacités, à l'expérience et aux priorités de notre organisation d'une façon, disons, cohérente avec la programmation, donc le contexte général. Une fois identifié le cadre général du projet, nous pouvons passer à la phase de formulation, donc la troisième phase, sur laquelle nous nous concentrerons dans ce cours en particulier dans les 2 prochaines sessions, la phase d'analyse et de planification. Donc, c'est un peu le centre de notre travail dans ces sessions de formation. La formulation est le processus qui conduit à la rédaction d'un document de projet. Donc, on doit écrire un document de projet. Mais pour faire ça, on doit commencer par l'analyse des problèmes à traiter, la détermination des relations entre les problèmes, la formulation des objectifs et des résultats, et
après la planification des activités et du budget. Donc, une bonne formulation du projet garantit qu'il y ait une cohérence entre les problèmes identifiés et les actions choisies pour les résoudre. Et par conséquent, les coûts du projet seront également nécessaires et cohérents avec les objectifs à atteindre et avec la stratégie choisie. Donc, comme vous voyez, ces processus de formulation doivent garantir une cohérence entre les problèmes, les activités, les objectifs, les coûts. Donc, il doit garantir que ce qu'on va faire avec un projet soit bien cohérente avec les problèmes et bien inséré dans ce grand contexte qu'est la programmation. Mais on va voir spécifiquement tous ces pas. Maintenant, c'est seulement un peu une introduction pour que vous voyez un peu les différents éléments. Donc, une fois terminée la formulation d'un projet, donc quand on est arrivé à avoir un document du projet, la phase suivante, c'est le financement. Donc, c'est-à-dire la recherche des fonds nécessaires à la réalisation des activités définies dans la phase de formulation. Les fonds, vous le savez bien, peuvent provenir de différentes sources, fonds propres des organisations, dons des particuliers, financement des fondations ou d'organisations publiques. Et selon les montants du financement demandé et l'organisme auquel la demande est adressée, vous savez que les procédures et les documents requis peuvent varier beaucoup. Mais dans tous les cas, une bonne structure du projet, même concise, est toujours une garantie de transparence vis-à-vis des donateurs et permet de s'assurer que les ressources déployées soient orientées vers la réalisation des objectifs définis. Une fois obtenus les financements, on passe à la mise en œuvre. Donc, nous verrons comment les outils que nous aurons développés dans la phase d'analyse et de planification, en particulier le cadre logique, que c'est un outil très important. Ces outils nous permettront de suivre la réalisation du projet en nous assurant, grâce aussi à l'utilisation d'indicateurs, que les objectifs sont atteints et que les dépenses sont congruentes avec les objectifs. Mais nous développerons ces aspects plus spécifiquement lors de la dernière réunion sur le suivi du projet. Et finalement, l'évaluation. La fonction de suivi et d'évaluation a plusieurs objectifs. On le verra un peu plus spécifiquement. Mais les suivis d'un projet pendant sa réalisation permet de s'assurer que le projet suit le calendrier établi et que le délai et les coûts sont respectés. Donc, c'est un premier objectif du suivi. Mais un bon suivi permet également de vérifier si les objectifs sont atteints grâce à l'utilisation d'indicateurs qui nous permet de mesurer l'atteinte des résultats et des objectifs. Et si c'est nécessaire de corriger les activités
s'il y a des difficultés. Et le suivi doit également prendre en compte les éléments externes au projet qui peuvent les favoriser ou qui peuvent provoquer des difficultés. Nous verrons ces éléments externes lorsque nous aborderons les cadres logiques, mais c'est très important de considérer aussi ces éléments parce qu'il y a des éléments, disons, internes au projet sur lesquels nous avons un contrôle, mais il y a des éléments externes qu'on doit considérer aussi. Un élément externe est une condition qui n'est pas donc contrôlée par le projet, mais qui peut influencer son déroulement. On verra ça avec plus de détails dans le cadre logique. En plus de suivi qui est effectué pendant le projet, le cycle du projet prévoit aussi l'évaluation. Donc, l'évaluation, c'est quelque chose qui permet d'effectuer une analyse à la fin d'un projet ou d'une phase d'un projet afin d'apprécier les divers aspects du projet tels que l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la durabilité, donc les caractéristiques de qualité du projet. Et comme vous pouvez voir, le cycle termine avec l'évaluation que peut fournir des éléments utiles pour une nouvelle planification. Il tiendra compte des résultats obtenus, des éventuelles difficultés et de l'évolution des conditions, afin de planifier un nouveau cycle qui donnera lieu à nouvelles initiatives. Donc, comme vous voyez, le sens du cycle, c'est d'avoir des éléments de programmation dans lesquels on peut identifier, formuler et réaliser notre activité. Et une fois réalisés les différents projets dans un certain contexte de programmation, on les évalue et on peut utiliser les résultats de cette évaluation pour reprogrammer une nouvelle cycle en utilisant l'expérience acquise. Donc, ça, c'est un peu la première introduction au cycle du projet. Je ne sais pas si jusqu'à là, vous avez des doutes. J'ai introduit très rapidement plusieurs concepts et idées. On va les voir en détail. Donc, il y aura du temps pour le voir bien. Mais si vous avez des questions, on peut le voir. Sinon, on peut commencer un peu à entrer dans certains concepts un peu plus en détail. Oui, je me disais que la phase de programmation, où il faut procéder à l'analyse du contexte, il y a deux régions où le contexte est mouvant et on peut identifier les problèmes, mais avant que le problème ne se termine, le contexte a déjà changé, peut-être certaines activités, certains objectifs définis ne vous conduisent plus au résultat attendu. Comment se comporter? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, vous parlez de la programmation et du contexte qui peut changer. Oui.
Oui, bien sûr. Donc, l'idée du cycle du projet, c'est vraiment ça. Donc, dans un contexte qui change, on travaille avec différents projets, mais c'est l'expérience même du projet qui nous permet d'apprécier les changements du contexte et d'apprécier l'efficacité ou les problèmes dans la réalisation du projet et nous permet donc de reprogrammer, de changer la programmation. Donc, c'est un processus dynamique. Ici, vous le voyez dans un schéma. Donc, il peut... l'impression qu'on a, c'est un peu statique, donc qu'il y a une phase de programmation et après beaucoup de temps, après tout le cycle, on reprogramme. C'est un peu un schéma pour expliquer le processus, mais réellement c'est un processus continu. Donc l'expérience qu'on avec la mise en œuvre des projets va alimenter la nouvelle programmation. Donc, c'est un peu un processus continu qu'on doit continuer à faire. Et bien sûr, il y a aussi certains problèmes parce qu'un projet, comme nous l'avons vu dans la définition d'un projet, du projet, est quelque chose qui doit définir des activités, des objectifs, un délai et un budget. Donc, on ne peut pas changer ça très facilement, mais bien sûr, on peut le changer. Si vous travaillez avec le projet, vous savez que pendant la réalisation d'un projet, il y a la possibilité de changer certaines choses justement pour répondre au projet, à la situation, au changement de la situation, changement du contexte. Donc, il y a cette flexibilité. Mais c'est important d'avoir aussi une certaine clarté dans les activités, les objectifs, les délais et le budget d'un projet, parce que les bailleurs de fonds qui vont financer un projet doivent connaître avant de financer un projet exactement ce que nous voulons faire. Donc, il faut avoir un peu travailler dans cet équilibre entre la définition claire d'activités, d'activités, objectifs et budgets que le projet va avoir, et aussi une capacité une certaine flexibilité nécessaire pour s'adapter au changement de la situation. Donc, c'est un équilibre à trouver. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, s'il n'y a d'autres questions pour le moment, je pense qu'on pourrait avancer un peu avec en commençant à travailler un peu sur la phase d'analyse. On la reprendra la prochaine fois, mais comme ici, il y a un peu les questions plus importantes de ce cours, je voudrais introduire déjà certaines idées, certains concepts pour que ce soit plus facile la prochaine fois de travailler avec ces questions. Alors,
on va voir donc l'analyse et planification. Donc, on va faire aujourd'hui une petite introduction sur les trois différentes étapes, analyse et planification et suivi. Alors, pour l'analyse et planification, on voit dans cette diapositive un peu quels sont les principaux, disons, les phases principales d'analyse et de planification. Ça vous peut introduire un peu à ce que on fait dans la phase d'analyse et dans la phase de planification. Alors, quels sont les types d'analyse qu'on fait et quelles sont les phases de la planification? Alors, pour l'analyse, après, nous entrerons dans les détails, mais maintenant, je pense que qu'il est important de commencer par nous familiariser avec ces sujets que nous allons aborder après dans les rencontres suivantes. Alors, dans l'analyse, nous avons dit que l'analyse, c'est cette analyse de la situation, des problèmes, des objectifs. Donc, dans la phase d'analyse, on lit la réalité dans laquelle on veut travailler avec notre projet. Donc, une première phase de l'analyse, c'est l'analyse des parties prenantes. Ça, c'est très important. Ça veut dire identifier et caractériser les principales parties prenantes. On verra ça avec plus de détails dans les rencontres suivantes, mais on peut commencer un peu à se familiariser avec cette analyse. Donc, les parties prenantes d'un projet sont toutes les parties qui ont une influence sur le projet ou qui bénéficient du projet. Donc, les parties prenantes sont les différents partenaires du projet, c'est les bailleurs du fonds. Les parties prenantes sont les organisations, les partenaires du projet, les organisations avec qui nous travaillons, les experts qui travaillent dans les projets. Donc, tous les parties qui ont un rôle dans le projet ou qui bénéficient du projet ou qui peuvent avoir une influence sur le projet. On verra que justement l'analyse des parties prenantes doivent prendre en considération justement l'influence que la partie prenante peut avoir sur le projet. Donc, comme chaque partie prenante peut modifier, influencer d'une façon positive ou négative les projets, et l'intérêt de la partie prenante. Donc, comment chaque partie prenante va à bénéficier d'un projet. Donc, quel est l'intérêt que chaque partie prenante a dans le projet. Ça, ce type d'analyse qu'on verra en détail nous aidera à gérer chaque partie prenante. Parce que, par exemple, les parties prenantes qui ont une forte influence sur le projet, il faut veiller à que ces parties prenantes soient bien informées, bien motivées pour qu'elles puissent continuer à influencer d'une façon positive et ne pas bloquer les projets. Donc, l'analyse des parties prenantes, c'est très important pour les bien identifier. Et ça, cette analyse sera très importante pendant la phase de réalisation du projet pour gérer bien chaque partie.
Donc, après, on verra l'analyse des problèmes. Alors, ça, c'est un peu le cœur du projet. L'analyse des problèmes, c'est identifier les principaux problèmes du projet, les contraintes, mais aussi les opportunités, et déterminer les relations entre les problèmes, les relations de cause à effet. Donc, chaque problème causera d'autres problèmes. Donc, on le verra avec des exemples que facilitera ça, mais c'est très important dans l'analyse des problèmes de identifier bien les principaux problèmes qu'on doit résoudre avec notre projet, mais aussi d'identifier les relations entre les différents problèmes. Et ça sera très important parce que la phase suivante dérive directement de l'analyse des problèmes. Donc, l'analyse des objectifs, c'est développer des solutions à partir des problèmes identifiés. Donc, chaque problème, si on le reformule d'une façon positive, ça devient un objectif. Donc, par exemple, je fais un exemple très simple pour se comprendre. Si dans un lieu, il y a une insuffisance dans l'approvisionnement d'eau, problème, l'objectif qui correspond à ce problème, c'est une quantité suffisante d'eau de bonne qualité. Donc, comme vous voyez, les problèmes, l'analyse des problèmes, c'est la base pour construire une analyse d'objectifs. Donc, les relations des causes à effet qu'on a analysées dans les problèmes seront identifiées dans l'analyse des objectifs comme relation entre moyens et fins. Par exemple, si nous voyons les problèmes de l'eau qu'on a vu maintenant, le problème central peut être une insuffisance d'eau pour une certaine communauté. Alors, quel est le problème qui cause cette insuffisance d'eau? Peut être, par exemple, que le système d'adduction d'eau, les tuyaux, les pompes sont en mauvais état. Et donc ça, comme vous voyez, c'est un autre problème. Donc le système de pompage de l'eau ne fonctionne pas. Donc, il y a une insuffisance d'eau. Donc, vous voyez deux problèmes en relation de cause à effet. Quand on fait l'analyse des objectifs, on transforme ces problèmes en situation positive. Donc, le système de pompage qui ne fonctionne pas sera un système de pompage efficient, qui fonctionne, qui marche bien. Ça, c'est l'objectif. Et donc, si on réalise cet objectif, par conséquent, on aura une quantité, un approvisionnement d'eau suffisant pour la communauté. Donc, on verra un exemple un peu plus spécifique, mais l'idée, c'est ça. Avec l'analyse des problèmes, on identifie les situations problématiques, on détermine les relations de cause à effet. Après, dans l'analyse des objectifs, on développe des solutions. Donc, on imagine des solutions, les problèmes la résolution du problème.
une chose très importante dans cette analyse, c'est de comprendre qu'un objectif n'est pas une activité. Ça, c'est central dans l'écriture d'un projet. Parce que, comme vous voyez, un objectif, c'est une situation améliorée par rapport au problème identifié. Donc, ce n'est pas ce qu'on va faire pendant le projet, mais c'est l'effet, les résultats des activités qu'on va faire avec le projet. Si on voit notre petit exemple, les objectifs qu'on a déterminés sont un approvisionnement suffisant d'eau, disons, ça c'est l'objectif spécifique de notre projet, et les résultats, donc l'objectif de niveau un peu plus bas sera un système d'approvisionnement d'eau efficient. Mais vous voyez, ce n'est pas une activité, c'est une situation. Donc, c'est la situation après projet. Donc, nous voulons qu'après notre projet, la situation change pour faire face aux problèmes qu'on a identifiés. Les activités sont les choses qu'on fait pour réaliser les objectifs. Donc, on travaillera, par exemple, sur l'entretien du système de pompage, la substitution de la pompe, du système d'approvisionnement d'eau. Ça, c'est la partie activité. Donc, les activités qu'on réalise pour arriver aux objectifs. Je vais insister un peu sur ça parce que c'est un problème qu'on voit beaucoup dans les projets, un peu cette confusion entre activité et objectif. Et ça, c'est très important pour garantir qu'un projet disons, que les activités soient cohérentes avec les problèmes. Parce que on fait des activités seulement s'ils sont justifiés pour atteindre des objectifs. Et ça nous garantit la cohérence entre notre activité et donc le coût du projet et les problèmes qu'on voit, qu'on veut résoudre. Donc, on le verra plus en détail, mais cette analyse, c'est très important, problème et objectif. Ensuite, l'analyse de la stratégie. Alors, comme on a dit avant, chaque projet va travailler dans un cadre plus grand de programmation. Et donc, par exemple, pour continuer avec cet petit exemple de l'eau, on peut analyser une situation où il y a un problème d'approvisionnement d'eau de bonne qualité et ce problème va, par exemple, avoir un impact négatif sur la santé. Donc, on peut avoir des problèmes de santé à cause de la mauvaise qualité de l'eau potable. Ça, c'est typiquement une analyse de problème. Qu'est-ce que c'est donc l'analyse de la stratégie? Alors, par exemple, si dans l'exemple que j'ai fait, le problème qu'on identifie comme problème central, c'est le problème de santé, on peut identifier différentes stratégies pour
attaquer ce problème de la santé. Et on va sélectionner une stratégie avec un projet, une stratégie ou plusieurs stratégies. Ça dépend un peu des fonds qu'on a, de l'expérience qu'on a, du type de financement qu'on peut utiliser. Mais par exemple, dans cet exemple, on pourrait attaquer ces problèmes de santé, par exemple, avec une stratégie, disons, eau. Donc, en travaillant pour avoir un approvisionnement d'eau de bonne qualité. Ça va contribuer à résoudre les problèmes. Mais peut-être il faudra aussi travailler avec une autre stratégie plus spécifique sur la santé. Par exemple, avoir des centres de santé accessibles pour la population de la communauté où nous travaillons. Et ça serait donc une stratégie santé. Donc, comme vous voyez, l'analyse de la stratégie nous permet de analyser et déterminer quelle est la stratégie qu'on va suivre pour attaquer le problème central. Peut-être un projet peut avoir même plusieurs stratégies dans le même projet, mais plusieurs fois, un projet utilise une stratégie seulement, mais il faut savoir identifier bien quelles sont les autres stratégies nécessaires pour atteindre l'objectif et voir s'il y a, par exemple, des autres projets, des autres initiatives qui vont travailler sur ces stratégies d'une façon complémentaire à notre projet pour attaquer, disons, les problèmes centraux. Et ça, c'est un peu ce que... Et ça, c'est un peu ce que nous avons vu, disons, les éléments externes. J'avais mentionné avant les éléments externes au projet. Si nous voyons dans notre exemple, par exemple, si nous suivons la stratégie eau, donc on va travailler seulement sur l'approvisionnement d'eau pour améliorer la santé d'une communauté, nous devons savoir qu'il y aura des éléments externes, une stratégie externe du projet, par exemple réalisée par une autre organisation qui va travailler sur le côté santé directement. Donc, ça veut dire qu'on va, par exemple, contrôler que les activités sur cet autre côté avance pour être bien coordonner les deux activités, les deux lignes d'action pour être efficace dans la, disons, résolution du problème. Donc, ça, c'est un peu l'idée de la stratégie. Donc, choisir le parcours qu'on va à suivre pour attaquer les problèmes. Donc, une fois terminée la phase d'analyse, on passe à la phase de planification. Donc, ça, c'est vraiment la phase où on va préparer les documents nécessaires pour avoir un projet qui puisse être financé. Et dans cette phase, disons, le premier pas, que je pense que c'est le pas le plus important, c'est le développement d'un cadre logique. Donc, ça veut dire, avec un outil que plusieurs de vous connaissent, mais on va le voir en détail,
c'est définir la structure du projet. Donc, la structure des objectifs et des activités que nous avons identifiés pendant la phase d'analyse. Et cet outil du cadre logique nous permet de tester la logique interne du projet et ses risques, et aussi de identifier les facteurs externes dont on a parlé maintenant, et de formuler des indicateurs des réussites mesurables. Donc, dans le même outil, on a la structure du projet, les activités, les résultats, les objectifs, et aussi les indicateurs qui nous aident à mesurer l'efficacité du projet. Programmation des activités. Alors, une fois identifié la structure des objectifs, on doit travailler sur les activités, donc sur ce que le projet doit faire pour atteindre les objectifs. Et ça veut dire déterminer la séquence des activités, la dépendance des activités. Donc, il y aura des activités qu'il faut faire avant et des activités qu'il faut faire après, et estimer leur durée et attribuer les responsabilités. Donc, qui va faire quoi? Et ça, c'est très important, et je vais insister un peu sur ça. Les activités sont différentes des objectifs. Donc, une activité, c'est formulé comme, je ne sais pas, remplacer 500 mètres de tuyaux, remplacer remplacer la pompe ou creuser un puits. Ça, c'est une activité. Donc, c'est quelque chose de bien défini, une activité avec un coût, et l'ensemble des activités va arrive à réaliser un objectif. Ça veut dire arrive à changer une situation. Donc, la situation de système d'approvisionnement, que ce n'est pas efficient, ne fonctionne pas, c'est le problème. L'objectif, c'est que ce système fonctionne bien. Et pour obtenir ces objectifs, on devra faire des activités. Donc, activités sont des choses concrètes qui mènent à un changement de situation. C'est, je pense que penser les objectifs comme un changement de situation nous aide beaucoup à comprendre bien comment identifier un objectif. Donc, ce n'est pas faire quelque chose, mais c'est une situation changée. Ça, c'est très important aussi pour la durabilité, pour évaluer la durabilité d'un projet. La durabilité d'un projet, c'est que les bénéfices d'un projet peuvent se maintenir dans le temps. Donc, si on pense en termes de changement, c'est plus facile de voir comment ces changements, ces objectifs vont changer une situation d'une façon durable. Donc, ce n'est pas... L'activité a une durée déterminée. Ça termine une fois changer la pompe ou les tuyaux, l'activité est terminée, mais les bénéfices de ces activités, donc les résultats, les objectifs, vont être durables dans le temps. Et dernière phase de planification, c'est la programmation des ressources. Donc,
le budget. Donc, à partir du calendrier des activités, il faudra élaborer des calendriers de ressources nécessaires pour réaliser ces activités et un budget. Donc, les ressources seront différents types de ressources humaines, il y aura par exemple des matériaux, des travaux, différents types de ressources nécessaires pour produire les changements qu'on doit réaliser, donc les objectifs. Et donc ça, c'est un peu la dernière phase de construction d'un budget. Comme vous voyez, toutes ces phases sont toutes connectées entre eux et ça veut garantir que les ressources, donc les budgets, soient cohérents avec les objectifs. Donc, qu'on ne va pas à utiliser des ressources qui ne soient pas orientées à l'objectif. Et ça, c'est très important aussi pour la qualité d'un projet. Donc, quand on présente un projet à un bailleur, c'est très important pour les bailleurs de voir comment les ressources vont être efficaces vers l'objectif. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de ressources qui ne soient pas orientées directement à la réalisation des objectifs. Bon, ça c'est un peu une introduction à la phase d'analyse et planification. Après, je voudrais, avant de voir un peu le travail qu'on va faire pour la prochaine fois, faire une petite introduction aussi sur la partie de suivi, parce que c'est important que vous pouvez avoir un peu disons des idées sur le suivi. On verra ça en détail, mais c'est très important de commencer un peu à se familiariser à l'importance d'un plan de suivi et d'évaluation. Et quelles sont les choses, disons, pourquoi c'est très important de suivre un projet. Il y a différents éléments. Ici, dans cette diapositive, j'ai mis certaines, disons, motivations. Donc, avoir un bon plan de suivi, donc savoir ce qu'on est en train de faire et le contrôler bien, nous peut aider, par exemple, à atténuer et gérer des situations de crise. Donc, voir quand on a, si on a des situations de crise, on peut le voir, disons, à l'avance et travailler pour gérer cette situation de crise. Naturellement, s'assurer que les résultats prévus sont atteints. Donc, ça, c'est vraiment le centre d'un plan de suivi. Voir si on est bien, disons, on travaille bien sur le projet et on s'assure que les résultats sont atteints. Mais aussi, il y a des motivations un peu différentes. Par exemple, un bon plan de suivi peut aider à motiver les parties prenantes. Donc, si toutes les parties prenantes ont une bonne connaissance de la situation où le projet est, donc si le projet est dans un bon état,
le projet a réalisé et est en train de réaliser ses résultats, ça aide à motiver toutes les parties prenantes et aide aussi à générer une compréhension partagée du projet. Les projets peuvent être des réalisations très complexes avec beaucoup de parties prenantes qui ont différents rôles dans le projet. Donc, c'est important que chaque partie prenante peut avoir une compréhension de toute l'activité pour être motivé et à travailler sur, disons, ses responsabilités. Bon, bien savoir ce qu'il faut faire et quand le faire, ça c'est donc très important dans le plan de suivi. Se concentrer sur les priorités quand on travaille avec un bon plan de suivi, on peut voir s'il y a par exemple des activités qui sont en retard ou des résultats qui c'est plus difficile d'atteindre et donc élever un peu leurs priorités pour aider, disons, les parties prenantes à se concentrer sur les priorités, mais aussi assurer la responsabilité. Donc, chaque partie prenante, chaque acteurs du projet doivent avoir une responsabilité sur certaines activités, certains objectifs, et un bon plan de suivi peut montrer à chacun le niveau d'avancement du projet, les problèmes, et donc aider et assurer la responsabilité de chaque partie prenante. Alors, ça c'est un peu l'introduction des différents éléments du cours que je voulais faire aujourd'hui. Alors, s'il y a des questions, je pense que maintenant on peut laisser un peu de temps pour des questions, des commentaires. Et après, on va introduire le travail pour la prochaine fois. J'ai une question. Oui. Merci pour la communication. C'est Adieu juste de Lomé. Oui. Bon, la question, c'est par rapport aux objectifs. Souvent, dans les projets, on met à la fois les objectifs et résultats attendus aussi. Bon, est-ce que c'est la même chose? Quelle est la différence ou le lien entre les deux concepts-là? Maintenant, oui. Par rapport au cadre logique, est-ce qu'il y a une manière unique, bien il y a plusieurs manières quand même d'élaborer le cadre logique? Donc, comment ça se fait de façon concrète, quoi? Ici, il y a une seule méthode pour le faire ou il y en a plusieurs? Alors, oui. Alors, les deux questions, merci beaucoup pour ces questions très importantes. Alors, la première chose, résultats et objectifs. Alors, disons que les résultats et les objectifs sont le même, disons, logiquement, c'est le même type de choses. Donc, un résultat et un objectif, c'est ce que je disais avant, le problème, la résolution d'un problème. Donc, c'est un problème, c'est une situation modifiée en positif d'un problème. La différence entre résultat et objectif, c'est le niveau du problème, le niveau, disons, logique des problèmes qu'on veut résoudre. On peut le voir avec l'exemple que j'ai fait avant. Si le problème central, par exemple, c'est
un problème de santé dans une certaine communauté. Et on identifie, par exemple, que les causes de ce problème peuvent être l'approvisionnement d'eau, un problème avec l'approvisionnement d'eau de qualité, et aussi un problème de manque ou inaccessibilité d'un centre de santé pour cette communauté. Vous voyez qu'il y a deux types de problèmes, mais à deux niveaux différents. Donc, le problème central, c'est le problème de santé. Les deux problèmes de niveau plus bas sont l'eau et les services de santé. Alors, quand on transforme ça en objectif, disons, l'objectif central sera un niveau de santé des enfants de la communauté amélioré. Ça, c'est l'objectif, la situation améliorée. Mais les objectifs des plus bas niveaux, donc les objectifs qui résolvent les problèmes de l'eau et des services de santé, on peut les identifier comme des résultats. Donc, les problèmes approvisionnement d'eau, disons, insuffisance d'approvisionnement d'eau de bonne qualité, sera le résultat que la communauté a un bon approvisionnement d'eau de bonne qualité. Ça, c'est le résultat. Donc, c'est un objectif de niveau plus bas. Et l'autre, à niveau des, disons, des structures de santé, sera par exemple que la communauté a une bonne accessibilité à un centre de santé. Par exemple, avec des infirmières qui peuvent travailler sur la santé dans un centre, dans le village. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais résultats et objectifs sont la même chose d'un certain point de vue. Donc, sont des problèmes vus comme solutions. Donc, sont des solutions à des problèmes, mais sont des niveaux différents. On le verra clairement dans le cadre logique. Parce que c'est important que les résultats, donc les résultats, si vous voulez, sont des objectifs d'un niveau un peu plus concret. Donc, ce sont des produits plus concrets, plus tangibles des activités, mais sont toujours des objectifs, donc ne sont pas des activités, mais sont les résultats des activités. Pour ça, on les appelle résultats. Alors, si on réalise les activités, on arrive au résultat. Et si on arrive au résultat, les résultats vont produire les objectifs. Donc, il y a différents niveaux d'objectifs. On le verra avec le cadre logique. Il y a un objectif général, plus grand, que disons, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre seulement avec le projet, mais on contribue à l'objectif général avec notre projet. Par exemple, l'objectif général dans le petit exemple qu'on a fait, c'est que la situation de santé dans une certaine région est améliorée. Objectif général. Nous, avec notre projet, on va travailler sur certaines communautés, surtout, par exemple, en travaillant avec la santé des enfants, par exemple. Donc, notre objectif spécifique de notre projet, c'est spécifique et on va le réaliser avec le projet. Mais cet objectif va contribuer à un objectif de niveau plus haut. Et en même temps, les résultats
de notre projet sont comme les petits objectifs qui contribuent à réaliser notre objectif central. Donc, si on comprend bien, donc les objectifs spécifiques correspondent aux résultats attendus. Alors, correspond au résultat d'un point de vue logique, sont des objectifs, donc sont des situations positives. Mais la différence entre objectif et résultat, c'est le niveau. Le niveau, donc les résultats sont des objectifs des niveaux plus bas qui vont amener à l'objectif spécifique. Avec les exemples, je pense que ça sera plus facile de les comprendre. Mais oui, sont des types d'objectifs différents. D'accord? Oui. Et l'autre question sur les cadres logiques. Oui, il y a différents types de cadres logiques, mais je pense que le cadre logique qu'on va avoir dans ce cours contient tous les éléments essentiels d'un cadre logique. Donc, je pense que ça, si on comprend le fonctionnement d'un cadre logique et les éléments d'un cadre logique, après, c'est facile de compléter les différents modèles de cadre logique. Il y a des petits changements, mais les éléments qui constituent un cadre logique sont les mêmes. Donc, je pense que c'est important pour le moment de se concentrer dans la compréhension des éléments du cadre logique. Et c'est essentiellement activité, résultat, objectif, indicateur et Moyen. oui, moyen et les éléments externes. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô, oui, bonjour, moi c'est Alda. Bonjour Alda. Oui, bonjour Nicolo. Moi, ma question, mon inquiétude un peu, je ne sais pas, peut-être qu'on va le voir plus tard ou pas, porte sur les formulations même des objectifs et des activités, c'est-à-dire des objectifs, activités et les résultats, c'est-à-dire la manière dont on les formule. Des fois, quand tu prends un objectif, tu as l'impression que c'est un résultat ou voilà. Ou des fois, quand tu prends un résultat, tu peux penser que c'est une activité. C'est ces manières de les formuler qui constituent des fois des problèmes quand on fait des projets. Donc, ce serait bien si on peut revoir ça ou si on peut en parler maintenant. Voilà. Oui. Merci. Merci Alda. Et oui, ça c'est un grand problème dans la formulation des projets. Et pour ça, j'ai insisté un peu sur cette distinguer activité des objectifs, parce que la formulation d'un objectif et d'une activité doivent rendre claire la différence entre les deux types d'éléments d'un projet. Alors, une activité, comme le dit le mot activité, c'est quelque chose qu'on réalise. Alors, dans la formulation d'une activité, on peut la formuler avec des phrases qui décrivent ce qu'on va faire. Alors, par exemple, réalisation d'un puits de 30 mètres dans la communauté ou installation d'un système d'adduction d'eau avec une pompe et un système de pompage d'un certain type. Donc, réalisation d'activités ou
par exemple, peut être aussi formation des personnes qui vont gérer le système d'adduction d'eau avec un petit cours de formation. Donc, réalisation d'un cours de formation de 4 heures pour 5 personnes qui vont gérer la pompe et le système d'adduction d'eau. Ça, c'est la description et la formulation d'une activité. Donc, ce sont des activités. Faire quelque chose, il y a des bénéficiaires, un temps défini, des coûts. C'est exactement la description d'une activité. Quand on formule les résultats et les objectifs, on doit être très attentif à éviter ce type de formulation. Donc, ce n'est pas faire quelque chose, parce que les résultats et les objectifs sont des situations changées. Donc, ça, dans l'exemple, on ne parle plus de faire un cours de formation, installer une pompe, mais sera le résultat, par exemple, un système d'adduction d'eau de bonne qualité et fonctionne et en marche dans la communauté où on travaille. Donc, c'est la description d'une situation où le niveau de santé de l'enfance, de la communauté où on travaille est amélioré. Et après, on va voir comment mesurer cette amélioration. Mais, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est très différent. Donc, quand on formule les activités, on fait la description des actions du projet. Quand on formule les résultats et les objectifs, on formule la description d'une situation changée. Je ne sais pas si c'est clair, si j'ai répondu. Bon. Si, je pense que par rapport à la situation et aux activités, c'est bien clair. Mais le problème aussi qu'on rencontre, c'est par rapport, on dit des fois que l'objectif, il faut donner un verbe à l'infinitif. Par rapport aux activités, c'est plutôt tout ce qui est formulé en nom. Voilà, est-ce que ça joue réellement ou c'est juste par rapport aux situations et par rapport aux activités à expliquer, c'est-à-dire l'explication de ce qu'on veut faire. Voilà, il y a ça aussi. Oui, ça c'est bon. Il y a ça dépend un peu des différents types de formulations des bailleurs. Donc il y a différentes méthodes de formulation, mais je pense, bon, dans l'expérience que j'ai de formulation de projets, l'important c'est être très clair dans cette distinction entre activité, donc la description, faire quelque chose, ça c'est une activité. On ne doit pas utiliser ce type de formulation dans les résultats et les objectifs. Donc, par exemple, on ne doit pas dire améliorer la situation de santé comme description d'un objectif. Ça, c'est une activité. Si le verbe améliorer la situation, c'est quelque chose que je fais. La description de l'objectif, c'est toujours, c'est comme si on voit la situation après le projet. Donc, si on pense dans le futur, après le projet, quelle est la situation que je vais rencontrer? Je vais rencontrer une situation de santé améliorée. Donc, je vais rencontrer, par exemple, la communauté a accès à des services de santé
de qualité qui répond aux besoins. Donc, ce n'est pas je fournis des services de santé, ça c'est une activité. La description de l'objectif ou des résultats, c'est ce que je vois après. Donc, la situation changée que je peux imaginer dans le futur. Si je imagine ça, je vais décrire bien l'objectif. Donc, l'accès à la communauté a un bon accès aux services de santé. La communauté a accès à un système d'adduction d'eau potable efficient. Ça, c'est la formulation. Donc, il faut éviter dans la formulation des objectifs la description d'une activité, faire quelque chose. OK. Et souvent, quand on suit les cours de gestion de projet, on est souvent confus parce que ce que vous dites là, il y a d'autres formateurs qui disent exactement le contraire. Ça veut dire que finalement, on ne sait pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire, quoi. Ce qu'un autre formateur dit, c'est le contraire que l'autre dit, si bien qu'on se dit que c'est une question d'école. Et maintenant, quand on élabore un projet, on s'en fout de tout ça. L'essentiel, c'est que le bailleur nous donne l'argent et c'est tout. Mais il faudra quand même faire un travail professionnel normalement, quoi. Et c'est là où nous en sommes. Que faire? Parce que souvent, c'est des contradictions et des contradictions. Quoi choisir entre tout ça? Notre problème maintenant, c'est ça. Donc, je remercie quand même Alda pour sa question très, très pertinente, quoi. C'est notre problème de tous les jours. Mais il faut quand même qu'à un moment, on trouve une solution, quoi. Mais quand vous dites le contraire, dans quel sens? Dans la formulation des objectifs? Il y a des formateurs qui disent, par exemple, pour les activités, on le fait de façon substantielle. C'est la situation qu'on prend comme des activités dans certains trucs là. Quand on voit certains projets, souvent c'est ça, quoi. Ça veut dire que c'est ce que d'autres disent de ne pas faire, c'est ce que l'autre dit de faire souvent, quoi. Moi, je ne sais pas. Et ça, c'est disons, la formulation classique des problèmes et des objectifs et des activités, c'est comme ça. Je ne sais pas dans quel sens les autres formateurs ont une différente approche, mais je peux vous dire que ce type ça, c'est quelque chose qui est bien reconnu à niveau, disons, des bailleurs de fonds et c'est distinguer problèmes, objectifs, stratégies et activités de cette façon. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions spécifiques, on peut le voir, peut-être dans les prochaines rencontres, quand on verra plus en détail, on pourra analyser ces différences dans l'approche, mais je vous assure que ce type d'approche, c'est bien reconnu par les bailleurs. Donc, je pense que... Et dans tout cas, je pense que c'est très important de comprendre le processus de construction d'un projet avec ce système, parce que ça nous va aider à comprendre les différents éléments. Après, s'il y aura des bailleurs qui veulent une formulation différente, on pourra reconnaître les différents composants et peut-être les présenter d'une façon différente. Mais je pense que cette approche aide à bien comprendre la structure d'un projet et surtout la connexion entre la structure du projet et la structure des problèmes. Donc l'analyse. Si on comprend bien ça, vous verrez que ça sera plus facile de s'adapter
aux différents types de formulaires, de questions que les différents bailleurs vont vous demander. Donc, je pense que ce type d'approche, c'est positif. Bien sûr, il y aura différents types de formulaires, oui, ça c'est, mais ce n'est pas l'objet de cette formation. Ce n'est pas une formation sur un formulaire, c'est une formation plus générale qui veut aider à avoir les outils pour répondre aux différentes questions que les différents bailleurs, les différentes situations vont vous poser. Bon, de toute façon, si vous avez des questions, aussi la prochaine fois, on pourra travailler sur votre question. Mais avant de terminer, je voudrais vous présenter un peu l'exercice, le travail que je vous demanderai de préparer pour la prochaine fois. Dans la plateforme Moodle, il y a un fichier avec les 3 exercices. Alors, le premier, c'est ça. Donc, ce que je vous demanderai pour la prochaine fois est de construire, je sais que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait et vu et travaillé, mais je le fais exprès pour disons, vous stimuler un peu avec un exercice, n'importe si, ce n'est pas important si vous arrivez à un résultat parfait, mais c'est important de commencer à se confronter un peu avec ce type d'exercice. Alors, donc, vous verrez que dans l'exercice que je vous ai préparé, je vous demande de construire un arbre de problèmes et des objectifs selon le schéma ci-joint pour un projet de votre choix. Donc, ça c'est la première chose. Je pense que c'est important que vous pensiez à un projet simple, quelque chose que disons, vous pouvez gérer avec facilité, quelque chose que vous connaissez et commencer à construire, à faire un peu d'analyse des problèmes et d'objectifs. Alors, comme vous voyez ici, ce que j'ai introduit avant, c'est l'analyse des problèmes dans cette partie ici, et ici, l'analyse des objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ici, si vous voyez, il y a un exemple très simple qui nous aide, disons, dans la didactique, mais qui peut nous donner une idée de comment construire un arbre de problèmes et des objectifs. Alors, l'arbre de problèmes, c'est la formalisation de l'analyse des problèmes. Ce qu'on a vu avant, identifier les problèmes et les formaliser, les mettre dans un ordre de cause-effet. Alors, par exemple, cet exemple, c'est sur un problème d'accident de bus fréquent. Donc, le problème central qu'on identifie, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents de bus. Alors, ça, c'est le problème central. Quelles sont les causes de ce problème? Alors, si on commence ici en bas, vous voyez qu'il y a
différentes causes. Par exemple, les conducteurs manquent de compétences de conduite. Les véhicules sont trop vieux. L'entretien des véhicules est insuffisant. Alors, vous voyez ici qu'il y a des connexions cause-effet entre les différents problèmes. Alors, si les conducteurs manquent de compétences de conduite, alors les conducteurs ne sont pas assez prudents. Ça, c'est un problème qui c'est un effet de cette cause. En même temps, si les véhicules sont vieux et l'entretien est insuffisant, les conditions des véhicules sont mauvaises. Et ici, il y a un autre problème, mais dans ce cas, c'est indépendant de ces problèmes qu'on a identifiés ici en bas. Mais le mauvais état des routes contribue aussi à augmenter les accidents de bus. Donc, vous voyez, il y a une structure de problèmes qui mène au problème central. Le problème central a des conséquences qui sont des problèmes aussi. Et les passagers sont blessés ou tués, arrivent en retard, il y a des pertes économiques pour les passagers, les pertes de confiance dans la compagnie de bus. Tous ces problèmes sont des conséquences du problème central qu'on a identifié. Alors, cette structure des problèmes, c'est la structure sur laquelle on va travailler dans notre projet. Notre projet travaillera pour diminuer la fréquence des accidents de bus, que c'est le problème central. Et vous voyez ça dans la construction de l'arbre des objectifs. Ce qu'on a vu avant, la transformation des problèmes en objectifs, c'est justement la transformation de situations négatives en situations positives. Alors, par exemple, les conducteurs manquent de compétences de conduite, les chauffeurs sont mieux formés. Et comme vous voyez, ça est un résultat. Pour répondre à la question résultat objectif, comme vous voyez ici, un problème de bas niveau transformé en situation positive est un résultat. Un problème de niveau plus haut, accident de bus fréquent, transformé en situation positive, la fréquence des accidents de bus est réduite, est un objectif. Mais logiquement, sont la même chose, sont des problèmes formulés en situation positive. Alors ici, vous voyez par exemple, les véhicules sont trop vieux, les véhicules sont remplacés. Si l'entretien est insuffisant, l'objectif sera les véhicules sont entretenus. Et d'une façon similaire à l'arbre des problèmes, il y a des connexions entre les résultats selon une logique qui n'est pas cause-effet, mais c'est moyen-but. Donc, si les chauffeurs sont mieux formés, alors les chauffeurs conduisent prudemment. Si les véhicules sont remplacés et sont entretenus, les véhicules sont en bon état. Si l'état de route est amélioré, ça contribue à que la fréquence des accidents est réduite. Donc, tous ces résultats conduisent à l'objectif central. Si on arrive à réaliser l'objectif central, ça
aura une conséquence aussi sur les effets disons, que nous avons vus dans l'arbre des problèmes. Et donc, peu de passagers sont blessés, la confiance est rétablie, les pertes économiques sont réduites, les passagers arrivent à temps. Ici, on est à niveau d'objectif général. Donc, notre projet arrive à réaliser l'objectif spécifique et contribue à l'objectif général, parce que peut-être qu'il y a aussi d'autres, disons, d'autres causes qui déterminent ce type d'effet. Mais nous, on se concentre sur ces problèmes centraux et sur cet objectif spécifique du projet. Une chose qui peut être intéressante ici dans cette analyse des problèmes et des objectifs, c'est par exemple ce problème des mauvais états de route. Comme vous voyez, le mauvais état de route contribue à la fréquence des accidents. Et donc, si on résout les problèmes, on peut avoir les résultats de l'état de route amélioré, on va contribuer à améliorer la fréquence, à diminuer la fréquence des accidents. Mais peut-être, ça c'est un exemple, que ce type d'activité ne peut pas être réalisé dans le contexte de notre projet. Typiquement, l'entretien de route est fait par exemple, par des institutions locaux qui ont le mandat d'entretenir les routes. Et donc, on peut imaginer que ça, c'est quelque chose que, avec le projet, on ne peut pas faire. Mais oui, on peut travailler sur la formation des conducteurs, on peut travailler sur l'entretien et le remplacement des véhicules. Donc, on peut travailler sur cette stratégie. On a parlé des stratégies avant. Et donc, ici, on choisit, par exemple, de travailler sur cette stratégie, la stratégie de la formation et de la qualité des véhicules. Mais on sait que est nécessaire aussi un bon état de route. Et donc, ça sera un élément externe à notre projet. Et donc, on devra veiller à que les institutions fassent leur travail et peuvent faire l'entretien. Si ça ne se vérifie pas, alors il faudra penser à une action de correction. Donc, peut-être faire des aménagements de route ou quelque chose, ou sensibiliser les institutions qui doivent travailler sur ces tâches. Donc, comme vous voyez ici, déjà dans l'analyse des problèmes et des objectifs, il y a déjà toute la structure du projet, les résultats, la structure logique des objectifs, résultats, objectifs spécifiques, objectifs généraux. Donc, vous voyez très clairement d'où les objectifs d'où viennent les objectifs, donc de l'analyse des problèmes. Donc, l'exercice que je vous demande de faire, c'est précisément de préparer une petite analyse des problèmes et d'objectifs avec un projet de votre choix, quelque chose que vous connaissez. Donc, faire sur ces modèles, une petite analyse des problèmes et d'objectifs. Et la prochaine fois, on va la voir ensemble et voir s'il y a, quelles difficultés vous avez rencontrées. Et je pense que ça, c'est important pour
vous introduire un peu sur ce type d'analyse. Question? Juste un point pratique. Est-ce que c'est possible peut-être d'avoir le format vierge? Alors après, je sais que c'est pas forcément le nombre de cases, mais ça peut faciliter parce qu'autrement, soit ça peut être sous format électronique vierge ou peut-être, manuscrit et puis scanné s'il faut vous le partager. Il faut vous l'envoyer, et quand est-ce il faut l'envoyer ou c'est juste pour soi-même, pour, si on a des questions après qui apparaissent? Ou est-ce que vous allez regarder tous les arbres? Bon, si vous pouvez les envoyer, je pense que ça serait Plus intéressant oui, avant pour les voir et voir un peu les problèmes. Et donc, il faudrait l'envoyer avant la prochaine session, donc entre les lundis. oui, dans le week-end. Samedi 18, on va dire, pardon, samedi 25 février, comme ça vous laisse le lundi 27 Pour le voir. pour en prendre connaissance. Et je vais préparer un format vierge. Voilà, super, comme ça Bon, peut et après, faciliter. s'il faut mettre des cases, bon, vous pouvez les Oui, modifier un peu. c'est Vous ça, pouvez le faire à la main aussi. Hein. C'est seulement pour avoir un peu une idée des types d'analyse que vous faisiez. oui, tout à fait. Faut pas rester coincé aux cases, hein. Il peut y en avoir plus, il peut y en avoir peut-être moins, mais voilà. Oui, oui. Merci. Merci, Marie-Laure. Si c'est juste un besoin d'approfondissement d'explication sur le concept stratégie. Si on met la stratégie en lien avec l'objectif et l'activité, est-ce que vous pouvez approfondir les explications sur la stratégie, mais la mettant en lien avec objectif et activité? Merci. Merci, Thomas. Oui, la stratégie, je vais utiliser cet exemple. Alors, la stratégie, c'est quelque chose de différent de la structure, activité, résultat, objectif, mais c'est disons, la stratégie, donc la partie de l'arbre des problèmes qu'on choisit de résoudre, de travailler. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a différentes lignes de problèmes qui correspondent à différentes lignes de résultats. Donc, une ligne ici, c'est une ligne de compétences des conducteurs qu'on va travailler avec une formation, avec une ligne formation. Donc, les activités seront des niveaux plus bas. Donc, pour que les chauffeurs soient mieux formés, on organisera des activités, donc des formations. Voilà. Donc, ça, c'est une ligne, disons. L'autre ligne sera la ligne véhicule. On réalisera des activités d'entretien et remplacement des véhicules pour atteindre ces résultats des véhicules en bon état. Et donc, notre stratégie va prendre ces deux lignes. Donc, la partie, disons, la partie formation des conducteurs et la partie entretien des véhicules et qualité des véhicules. Mais on laisse en dehors de notre stratégie, par exemple, la partie des entretien des routes. Ça, c'est dehors de notre stratégie. Donc, la stratégie, c'est la partie du problème ou les problèmes qu'on va adresser avec notre projet. Je ne sais pas si Thomas a pu... Oui, je voudrais dire qu'en tout cas, c'est un premier exercice.
C'est de nous confronter avec l'arbre, de faire l'analyse. C'est le premier moment. Ce n'est pas le moment final. Donc, il a 3 séances pour continuer le travail. Oui, merci Diego. Oui, c'est exactement. L'idée, c'est de anticiper un peu avec un exercice ce qu'on va à travailler dans la prochaine session pour que vous pouvez un peu voir quel type de difficultés, de problèmes pose la préparation d'un arbre de problèmes et d'objectifs. Mais bien sûr, c'est un exercice. Ça va être utile pour travailler la prochaine fois. Oui. Alors, il y avait, je crois, Juste qui essayait de parler tout à l'heure pendant la... Peut-être à la place de Aboulaye. Ou sinon, Amanda a levé la main. On va essayer de faire dans l'ordre. Amanda? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, et moi j'ai une question. Quand on fait un document narratif, on voit qu'on pose les problèmes, après il y a l'objectif général, après les objectifs spécifiques et après les résultats attendus. Ça, c'est le cheminement normal. Mais en faisant des recherches, j'ai vu dans certains apps de problèmes où on peut commenter par les résultats, après les objectifs et en bas les activités, entre effet et cause. Mais les schémas que je vois devant moi, c'est plutôt, on commence par l'objectif général, après les problèmes et voilà, après les résultats. Est-ce que voilà, il y a une méthodologie standard ou bien on peut juste regarder le problème et voir ce qui est réalisable, quoi. Ou bien il y a une méthodologie standard pour ça. C'est cette confusion-là qui me... Voilà, pour poser la question. Merci Amanda. Et je pense que, bon, si j'ai bien compris, vous parlez un peu de l'ordre entre, bon, commencer par les objectifs généraux, spécifiques. Voilà, oui. Ouais. Oui. Alors, ça c'est très important. Et l'idée, c'est effectivement de travailler selon cette logique d'identification des problèmes et après d'identification d'objectifs. Ça veut dire que, disons, normalement, dans l'identification des problèmes, on travaille un peu par brainstorming. Donc, on essaie de identifier différents problèmes d'une façon un peu, disons, sans un ordre défini. Mais précisément, le travail de construction d'un arbre de problèmes doit amener à la réalisation d'une présentation structurée des problèmes selon un ordre cause-effet. Alors, à ce moment-là, on identifie les problèmes centraux. Les problèmes centraux correspondent à un objectif central. Donc, ça, c'est le centre de notre projet. On commence du problème central et donc de l'objectif spécifique. Ça, c'est le point où on commence, parce que c'est les problèmes centraux que le projet doit adresser. Donc, on ne parle pas des activités parce qu'il faut garantir le lien logique entre les différents niveaux, donc objectifs, résultats et activités. Donc, c'est beaucoup plus efficace de commencer par les objectifs, donc avoir bien clair quels sont les objectifs, et après
descendre dans l'arbre, voir les résultats et vérifier que les résultats soient conformes, disons, soient efficaces dans la réalisation de l'objectif. Et une fois que la structure des objectifs et des résultats est bien déterminée, alors on pourra déterminer les activités. Les activités sont la dernière chose parce que sont les activités nécessaires pour réaliser les résultats. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, je pense que c'est clair maintenant. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, j'avais deux préoccupations, mais je pense que la première a été prise en compte déjà par celle qui vient de poser sa question. La seconde est de savoir par rapport au problème central, est-ce que c'est un problème qui sera libre au choix ou bien ça sera communautaire pour tout le monde? Je n'ai pas... Ah, sur le choix du thème, je pense Oui, qu'il est libre. Oui, si le choix Oui, du oui, thème. oui, c'est Faites-le libre. par rapport à un projet que vous pouvez avoir, je pense. Comme Ok, ça d'accord. va vous être utile Oui, pour Ok. ne pas faire le travail oui. pour rien. Oui, c'est important que ce soit un thème que vous connaissez, que vous peut être utile, quelque chose que vous connaissez bien. D'accord. Merci. Merci. Bon. Super. C'était une première session bien intense. Oui. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Alors, Diego, je peux t'envoyer le modèle pour l'arbre, le problème. Ok, d'accord. Oui, le modèle vierge. Oui, je voudrais dire quelque chose sur la plateforme, le Moodle. C'est disponible, vous avez reçu un lien, un email pour entrer dans la plateforme. Je sais que le Moodle peut être compliqué pour entrer, ça dépend de la qualité de la connexion. Mais aussi, nous pouvons offrir des matériaux pour le WhatsApp. Donc, on peut utiliser le WhatsApp et aussi le Moodle. Je pense qu'on doit faire l'effort de la première activité. Et surtout, c'est une occasion pour nous confronter, pour voir quels sont les problèmes, les questions pour la deuxième séance. Je pense que c'est une excellente occasion d'initier un processus de compréhension et d'élaboration de tous les cadres logistiques et aussi de comprendre à l'intérieur de toute la méthodologie. Je pense que si nous pouvons faire un petit effort de construction, de pensée, ça sera très utile pour la deuxième séance. Marie-Laure, on peut regarder, on peut dire autrefois sur la question de l'horaire pour la semaine prochaine. En début de séance, on a vu qu'il y avait un peu de retard et pour correspondre aux horaires de travail de chacun, on a proposé de décaler le début, non pas à 9 h à Paris, mais à 10 h heure Paris, donc 1 heure plus tard, ce qui permet à tout le monde d'avoir entamé ses horaires de travail. Donc, on va décaler. Je renverrai un mail pour confirmer à tous, y compris il y en a 2, 3 qui n'ont pas été présents ce jour. Oui, alors. Oui, bonsoir, bonjour, comment ça va? Oui, ça va. OK. Bien, nous pouvons finir notre séance. Nicolas? Oui, je pense que bon, s'il n'y a
d'autres questions? Oui, je voudrais, disons, vous remercier pour votre patience. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses nouvelles, mais disons la stratégie un peu de ce cours, c'est d'introduire des choses et après de les reprendre. Donc, je pense que dans les prochaines sessions, on aura le temps de nous approprier bien de ces idées et d'y travailler concrètement. Et donc, merci beaucoup pour votre attention. Ok, merci beaucoup. Nous sommes en train de maintenir les contacts avec l'email et aussi le WhatsApp. Et aussi, s'il vous plaît, si vous pouvez entrer dans la plateforme, le Moodle, pour voir toute la richesse du cours, tous les matériaux. OK? Voilà. Bon, Merci. merci beaucoup. Et à Bonne bientôt. journée à tous et à bientôt. À mardi prochain. Mardi. Et merci beaucoup. À mardi prochain.